3 tonnes d'or retenues à Bamako ont fendu le silence comme un coup de tonnerre politique. Ce qui ressemblait à un simple litige fiscal révélait en réalité l'écart brutal entre les récits occidentaux et la logique souveraine qui s'impose désormais au Sahel. Alors que ce contraste s'amplifie, que signifie vraiment ce basculement pour une région où le capitaine Ibrahim Traoré a déjà prouvé qu'un pays pouvait réécrire sa valeur sans demander permission? Dans l'ombre des coffres refermés, une nouvelle grammaire du pouvoir commence à vibrer. Si l'affaire des 3 tonnes d'or paraît n'être qu'un épisode administratif, elle ouvre pourtant une fenêtre rare sur la mécanique réelle de la souveraineté économique au Sahel. La promesse implicite est claire: comprendre comment un simple acte juridique peut renverser des décennies de dépendance, révéler des marges invisibles de pouvoir et redessiner l'équilibre entre États africains et acteurs étrangers. L'enjeu dépasse largement la mine de Laguna. Il concerne la capacité d'un pays à mesurer ses richesses sans filtres extérieurs, à transformer l'audit en levier et la transparence en outil stratégique. Pour le spectateur, suivre cette histoire signifie saisir comment des décisions techniques, taxation, certification, contrôle, deviennent des armes silencieuses capables de modifier l'orientation d'une région entière. Un micro-hook s'ouvre ici. Si un litige fiscal peut provoquer une onde de choc régionale, qu'arrive-t-il quand plusieurs nations adoptent simultanément la même logique de récupération? En 2025, la production d'or du Mali a atteint environ 67 tonnes, soit 12% de plus qu'il y a 2 ans. Une hausse inattendue au moment même où les marchés annonçaient un effondrement imminent. Dans le même intervalle, le Burkina Faso avait déjà déclaré 18 milliards de dollars de revenus cumulés issus de son or, validant la trajectoire ouverte par Ibrahim Traoré et devenant un repère silencieux pour tous les voisins du Sahel. Cette double révélation a servi de point d'entrée à une relecture totale du contexte. Pendant que l'Occident prédisait la panique, les flux réels montraient une région qui consolidait sa maîtrise plutôt qu'elle ne la perdait. Le point de départ n'était pourtant pas spectaculaire. Au Burkina Faso, la stratégie de Traoré avait émergé presque comme un correctif administratif. Renégocier des contrats, exiger la certification d'État, replacer l'extraction dans un cadre défini par la loi nationale. Mais ce qui semblait technique est devenu contagieux. À Bamako, les conseillers ont observé que chaque clause ancienne fonctionnait comme un mémorandum de dépendance. Exemptions fiscales, prix de transfert, amortissements élargis, autant de portes ouvertes où s'évaporait la valeur réelle. Lorsque le tribunal malien a placé le complexe aurifère de Laguna sous administration provisoire, ce n'était pas un raid, mais l'application d'une logique: si la ressource appartient à la nation, alors sa comptabilité doit d'abord répondre à cette nation. Dans la rue, la perception s'est ajustée encore plus vite que les indicateurs. Pour la première fois depuis longtemps, l'État n'était plus un arbitre passif, mais un acteur direct. Les audits ont commencé à dévoiler des volumes sous-déclarés, des redevances jamais versées et des marges opaques dont personne n'avait parlé. Cette accumulation de chiffres a révélé un fil rouge. Les pertes n'étaient pas un accident économique, elles étaient un système. Et lorsque ce système a commencé à être retourné, tout le Sahel a découvert que la souveraineté ne se décrète pas, elle se calcule. Ibrahim Traoré n'est pas un simple militaire. En devenant président du Burkina Faso, il a incarné une vision claire de l'indépendance économique et de la souveraineté régionale. Dans un contexte où l'Afrique était encore perçue comme un réservoir de ressources à exploiter, Traoré a réussi à retourner la logique des contrats miniers en faveur de son pays. Mais derrière cette figure de leader, c'est toute une équipe qui a soutenu cette transformation. Les conseillers, les experts en géopolitique et en économie,
Tous ont joué un rôle essentiel dans l'implémentation de ce projet. En 2024, l'impact de ces décisions a été immédiat. Des milliards de dollars ont afflué dans les coffres de l'État et l'économie du Burkina Faso a connu un rebond spectaculaire. Mais cet élan de souveraineté a eu un effet domino. Le Mali a observé de près ce développement et, sous l'impulsion du colonel Goïta, a décidé de suivre la voie tracée par Traoré. En quelques mois, le Mali a commencé à réorganiser ses propres réserves d'or, imposant des conditions de gestion plus strictes et prenant des mesures pour assurer que les richesses naturelles profitent au peuple malien. Ce mouvement a attiré l'attention de nombreux observateurs internationaux, qui se demandaient si cette nouvelle forme de gouvernance économique pourrait être répliquée dans d'autres pays africains. Cependant, le défi demeure. La lutte pour l'autonomie économique est loin d'être gagnée. Le Sahel est en train de réécrire ses règles, mais chaque pays doit encore naviguer dans les eaux troubles de l'influence étrangère et de la gestion interne. Le Burkina Faso a lancé un processus radical pour reprendre le contrôle de ses ressources naturelles. En 2024, le président Ibrahim Traoré a ordonné la nationalisation de plusieurs entreprises minières étrangères, marquant un tournant dans la politique économique du pays. Ce mouvement a choqué les investisseurs et les pays occidentaux, mais a été largement soutenu par la population locale, qui a vu en cela un acte de justice économique. En seulement quelques mois, les revenus de l'État burkinabé ont considérablement augmenté, avec un chiffre impressionnant de 18 milliards de dollars en or extrait. Cependant, cette réappropriation des ressources n'était pas sans conséquences. Les marchés internationaux ont réagi de manière négative, parlant de nationalisme économique et de risque d'instabilité pour l'économie régionale. Pourtant, la réalité sur le terrain était différente. Les infrastructures locales ont commencé à se développer et de nouvelles entreprises ont émergé pour remplacer les géants étrangers. Le Sahel, longtemps considéré comme une région dépendante de l'aide extérieure, a commencé à démontrer que l'autosuffisance était possible. Le Mali, inspiré par le succès du Burkina Faso, a rapidement emboîté le pas. En 2025, le gouvernement malien a lancé son propre processus de révision des contrats miniers, exigeant que l'État détienne désormais une part majoritaire dans toutes les exploitations minières. Les actions du Burkina Faso ont montré que l'indépendance économique n'était pas seulement une question de récupération des ressources, mais aussi de renforcer les institutions locales et de garantir que les bénéfices de ces ressources profitent directement aux citoyens. À travers cette série d'événements, un modèle de gouvernance économique a émergé dans la région du Sahel, fondé sur le contrôle des ressources naturelles et la réaffirmation de la souveraineté nationale. Cependant, ce modèle comporte des défis considérables. La mise en place de nouvelles politiques a provoqué une résistance parmi les entreprises multinationales et les puissances économiques mondiales, qui ont vu leurs intérêts menacés. Les sanctions économiques, les menaces de coupure d'aide et la pression diplomatique ont commencé à affluer, mais le Sahel semble déterminé à poursuivre sa trajectoire. Cette série d'événements marque le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique de l'Ouest, une ère où les pays cherchent à se libérer des chaînes de la dépendance économique, à redéfinir leur place dans le monde et à reconstruire leur avenir sur des bases de justice et de souveraineté. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2025, le Burkina Faso a déclaré plus de 18 milliards de dollars de revenus issus de l'exploitation de l'or, un montant qui dépasse largement les prévisions des analystes économiques. Ce chiffre, qui a été salué par la presse locale, démontre que la politique de nationalisation des ressources naturelles a non seulement stabilisé l'économie du pays, mais a également permis une croissance rapide dans un secteur longtemps dominé par des intérêts étrangers. Mais ces chiffres ne sont pas seulement économiques.
Ils illustrent aussi un changement de paradigme dans la manière dont les pays africains gèrent leurs richesses. Avant la réforme, les revenus de l'or étaient largement captés par des entreprises multinationales et une petite élite locale, laissant la majorité de la population dans la pauvreté. En quelques années, la situation a radicalement changé. Aujourd'hui, une partie importante des bénéfices va directement dans les coffres de l'État, permettant à l'infrastructure nationale de se renforcer. Le nombre d'emplois locaux dans les secteurs miniers et liés a augmenté de plus de 30% et des investissements massifs ont été réalisés dans les infrastructures, avec un accent particulier sur les routes et les réseaux énergétiques. Mais ce n'est pas tout. La réforme a également conduit à une meilleure transparence. En 2025, le gouvernement burkinabé a lancé un audit complet de ses activités minières, en collaboration avec des experts internationaux, pour garantir que les contrats respectent les normes de transparence et d'efficacité. Cette initiative a renforcé la confiance des citoyens dans leur gouvernement et a permis de réduire les inégalités qui existaient auparavant. En parallèle, le Mali a vu des résultats similaires. En 2025, le pays a enregistré une augmentation de sa production d'or de 12% par rapport à l'année précédente. Grâce à des réformes similaires, le Mali a récupéré une partie substantielle de ses ressources minières, augmentant ainsi ses revenus nationaux. Ces chiffres prouvent qu'une gestion plus responsable des ressources naturelles peut non seulement générer des revenus importants, mais aussi transformer l'économie d'un pays. Il montre que le modèle adopté par le Burkina Faso et bientôt suivi par le Mali a le potentiel de révolutionner la manière dont l'Afrique gère ses ressources naturelles et par conséquent son destin économique. Cependant, ces réussites n'ont pas été sans sacrifice. Les sanctions économiques, la perte d'investissements étrangers et les tensions diplomatiques ont été des défis constants. Pourtant, malgré ces obstacles, les données économiques montrent que la route choisie par ces pays pourrait bien ouvrir la voie à un avenir plus prospère et plus souverain pour le Sahel. Le modèle économique du Burkina Faso, mené par Ibrahim Traoré, n'est pas sans ses détracteurs. Certains économistes affirment que la nationalisation des ressources pourrait décourager les investissements étrangers à long terme et nuire à la croissance économique. Pour eux, l'exemple du Burkina Faso pourrait être une démonstration de nationalisme économique, une tentative d'affirmer une souveraineté nationale au détriment d'une participation active dans l'économie mondiale. Ce modèle pourrait réduire l'attractivité du pays pour les entreprises multinationales, dont les investissements sont cruciaux pour le développement des infrastructures et la création d'emplois. Cependant, ces critiques négligent une réalité importante. Le contrôle des ressources naturelles est l'un des leviers les plus puissants de l'indépendance économique pour les pays du Sahel. En fait, l'expérience du Burkina Faso démontre qu'il est possible de concilier souveraineté nationale et croissance économique. En nationalisant ses ressources, le pays a non seulement augmenté ses revenus, mais a également réorienté ses bénéfices vers des projets de développement durable directement au service de ses citoyens. Les emplois générés par l'industrie minière ne sont plus captés par des entreprises étrangères. Au contraire, ils restent au pays, contribuant à la réduction du chômage et à l'amélioration du niveau de vie des Burkinabés. Le Mali, qui a suivi le modèle du Burkina Faso, montre que cette approche peut être répliquée. En 2025, le pays a pris des mesures similaires pour reprendre le contrôle de ses ressources minières, ce qui a permis d'augmenter ses revenus tout en réduisant sa dépendance à l'égard des investissements étrangers. Bien que certains experts prédisent que cela pourrait entraîner une fuite des capitaux, les données actuelles montrent que cette approche a renforcé les économies locales et généré de nouvelles sources de revenus. Ce qui est souvent ignoré dans cette critique, c'est que l'Afrique, et particulièrement le Sahel, a longtemps été exploité par des puissances étrangères
qui ont capté une grande partie des richesses naturelles sans réinvestir suffisamment dans les économies locales. La nationalisation des ressources, loin d'être un acte isolé, peut être vue comme un retour à une véritable équité économique, où les pays du Sahel reprennent en main leur destin. En rééquilibrant les termes de leurs relations économiques, ces pays s'engagent sur un chemin plus durable, tout en créant un précédent pour d'autres nations africaines désireuses de reprendre le contrôle de leurs ressources. En fin de compte, le modèle de Traoré et des pays du Sahel ne concerne pas seulement la nationalisation des ressources, mais une transformation plus profonde du système économique mondial, où la justice et la souveraineté priment sur les intérêts étrangers. Les critiques qui mettent en avant les risques économiques ne tiennent pas compte de la nécessité de redéfinir les relations économiques pour assurer la croissance autonome des pays africains. Cette révision des rapports de force n'est pas une simple réaction émotionnelle, mais une stratégie consciente et mesurée, avec des résultats tangibles qui, à terme, pourraient renforcer non seulement l'indépendance économique, mais aussi la stabilité régionale. L'Afrique de l'Ouest vit un moment de transformation radicale, bien au-delà des frontières du Burkina Faso. En 2025, une nouvelle ère d'indépendance économique semble se dessiner, portée par les décisions audacieuses du président Ibrahim Traoré et de ses homologues dans le Sahel. Le Burkina Faso, en réaffirmant sa souveraineté sur ses ressources naturelles, a montré la voie. Cette initiative ne se limite pas à un acte isolé de nationalisation. Elle marque le début d'un nouveau modèle économique pour l'ensemble de la région. Mais l'impact va au-delà des simples chiffres économiques. Ce n'est pas juste une question d'or, mais de dignité et de contrôle. En réécrivant les contrats miniers, Traoré et ses alliés en Afrique de l'Ouest ont entamé une bataille pour redéfinir leur place dans le monde. Et bien que ces réformes aient fait face à des résistances extérieures, sanctions, menaces de retrait des investisseurs, elles ont également montré que les économies du Sahel pouvaient se stabiliser, voire prospérer, tout en prenant le contrôle de leurs ressources. La véritable révélation se trouve dans cette question. L'Afrique peut-elle désormais décider de son destin sans demander l'autorisation des puissances étrangères? Les conséquences de ces réformes économiques sont profondes, non seulement pour les pays du Sahel, mais pour l'ensemble du continent africain. Le modèle burkinabé, après avoir été mis en œuvre avec succès, a été imité par le Mali, et bientôt d'autres pays de la région pourraient en suivre. Le Burkina Faso, en particulier, a vu ses finances s'améliorer de manière spectaculaire grâce à la nationalisation de ses mines d'or, avec des revenus qui ont atteint des niveaux inédits. Ces fonds ont été réinvestis dans les infrastructures et les services publics, créant ainsi un cercle vertueux de croissance économique interne. Le modèle de Traoré a prouvé qu'il est possible de récupérer une grande partie des bénéfices venant des ressources naturelles pour les redistribuer au peuple, au lieu de les laisser échapper à l'étranger. Le Mali, en imitant cette démarche, a vu une augmentation de sa production d'or de 12% en 2025. Cette hausse n'est pas simplement un indicateur de richesse, mais aussi un signe de l'autonomisation économique croissante de la région. En effet, les revenus miniers sont désormais sous contrôle national, ce qui permet à l'État de mieux gérer les fonds pour des projets de développement à long terme, tout en soutenant l'emploi local. De plus, le modèle de nationalisation a renforcé la stabilité sociale en réduisant les inégalités économiques, créant une nouvelle classe moyenne dans des pays où la pauvreté était autrefois dominante. Cependant, les impacts ne se limitent pas à l'économie locale. La région du Sahel se réorganise sur le plan géopolitique. La France et d'autres anciennes puissances coloniales, qui ont longtemps eu une emprise sur les ressources africaines, se retrouvent confrontées à un défi inédit.
Le retrait de certaines entreprises étrangères a été compensé par l'augmentation des investissements locaux et régionaux. Le secteur minier est désormais plus dominé par des acteurs locaux et des partenariats africains, une évolution qui permet au pays de conserver une plus grande part de la valeur générée. Les conséquences géopolitiques sont également notables. La décision du Burkina Faso de nationaliser ses ressources a attiré l'attention internationale, mais elle a aussi renforcé la position de la région dans les discussions économiques mondiales. Des pays comme le Niger, le Ghana et la Tanzanie commencent à observer et à envisager des réformes similaires. Le Sahel devient ainsi un modèle de souveraineté économique défiant les normes établies par les anciennes puissances coloniales. L'idée que l'Afrique puisse prendre le contrôle de ses ressources sans dépendre de l'aide ou des investissements étrangers devient une réalité concrète. Cependant, cette transformation comporte également des défis. Le Sahel doit naviguer entre la souveraineté économique et la nécessité d'intégrer la région dans une économie mondiale en constante évolution. La réaction des puissances étrangères, notamment à travers des sanctions et des menaces de retrait d'investissement, pourrait fragiliser cette croissance. Mais l'impact réel à plus long terme semble indéniable. La région du Sahel ne sera plus simplement un spectateur sur la scène économique mondiale, mais un acteur clé de son avenir. Le Sahel entre dans une zone où chaque décision peut accélérer ou freiner la consolidation de sa souveraineté. Les prochains mois seront décisifs, non seulement pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger, mais pour l'équilibre économique de toute l'Afrique de l'Ouest. Trois trajectoires se dessinent, chacune avec ses tensions, ses leviers et ses marges de manœuvre. Dans une trajectoire de consolidation par la rigueur, dans cette trajectoire, les trois pays du Sahel maintiennent leur cadence actuelle. Audit renforcé, certification obligatoire, contrats renégociés et supervision systématique des exportations d'or et d'uranium. Les raffineries locales gagnent en capacité et remplacent progressivement les circuits étrangers. Les recettes publiques augmentent de manière stable, permettant d'améliorer les réseaux énergétiques et de soutenir les budgets sociaux sans dépendre d'aides extérieures. Ce scénario repose sur une discipline stricte, procédures standardisées, transparence continue et coordination entre les administrations minières. La pression internationale reste élevée, mais elle ne parvient pas à casser le rythme interne. Dans une perspective optimiste, dans ce cas, l'AES devient une véritable plateforme économique. Les pays harmonisent leurs politiques minières, créent un cadre commun de certification et mettent en place un mécanisme de protection mutuelle contre les sanctions ou restrictions commerciales. Le Niger finalise sa réforme de l'uranium, le Mali stabilise ses raffineries et le Burkina Faso atteint un niveau de transformation locale suffisamment élevé pour avoir un impact sur les prix régionaux. Des partenaires non occidentaux intensifient leur présence via des accords techniques sans conditions politiques. Le résultat, une montée en puissance rapide de la valeur ajoutée locale, une diversification des exportations et un effet domino sur d'autres pays africains intrigués par ce modèle. Dans un cas plus pessimiste, ici, la pression géopolitique prend le dessus. Menaces de sanctions adaptées, restrictions sur les corridors logistiques, blocage bancaire ou arbitrage défavorable devant les tribunaux internationaux. Les multinationales réagissent en gelant certains projets, créant un ralentissement temporaire des investissements locaux. Les États du Sahel doivent alors absorber des tensions budgétaires, maintenir leurs réformes et éviter les fissures internes. Ce scénario n'efface pas les gains obtenus, mais les fragilise. La clé de survie serait la coordination régionale, l'industrialisation locale accélérée et la diversification des partenaires.
Une recommandation essentielle se dégage alors. Pour traverser ces 12 prochains mois, un principe reste valable. Ne pas confondre vitesse et précipitation. La souveraineté est un calcul, pas un slogan. Elle se gagne par couches, non par gestes isolés. Ce moment charnière dans le Sahel ne concerne pas uniquement les gouvernements ou les entreprises minières. Il touche directement les citoyens, les diasporas et même ceux qui observent cette transformation depuis l'étranger. Pour les populations locales, les réformes autour de l'or et de l'uranium changent la perception du possible. Pendant des décennies, la richesse quittait le pays sans laisser de traces visibles. Aujourd'hui, routes, raffineries, centres énergétiques et salaires réguliers commencent à redéfinir le quotidien. Le sentiment d'être spectateur se transforme lentement en sentiment d'être copropriétaire d'un changement réel. Pour les diasporas, ce basculement a une résonance particulière. Beaucoup ont quitté la région pour fuir le manque d'opportunités et la dépendance économique. Voir leur pays affirmer ses droits, restructurer ses contrats, auditer ses richesses et tenir tête à des multinationales ouvre un espace mental nouveau. Ils ne voient plus un Sahel résigné, mais un Sahel calculateur, méthodique, qui essaie enfin de penser pour lui-même. Cette évolution suscite des débats internes. Revenir investir, soutenir depuis l'extérieur, participer à la diffusion de ce modèle dans d'autres espaces africains. Pour les observateurs non africains, le choc est plus subtil. Le Sahel renvoie une question que peu de régions osent poser. Que se passe-t-il quand un territoire longtemps dominé décide de se gouverner à travers ses chiffres plutôt que ses alliances? Ce déplacement oblige chacun à revoir ses cadres d'analyse. Le lecteur attentif réalise que ce mouvement dépasse les slogans panafricanistes ou les gestes symboliques. Il s'agit d'un recalibrage économique concret, chiffré, vérifiable. Et si cette transformation affecte tant de publics différents, c'est parce qu'elle ramène chacun à une interrogation simple. Que vaut une nation lorsqu'elle, pour que la trajectoire engagée par le Sahel ne s'essouffle pas, une feuille de route claire s'impose. Elle ne peut reposer ni sur l'enthousiasme momentané, ni sur la symbolique politique. Elle doit s'appuyer sur des mécanismes vérifiables, mesurables et repartagés entre les acteurs clés. La première étape consiste à standardiser l'audit. Responsable, État, délai 6 mois. Les trois pays doivent harmoniser leurs méthodes d'audit minier. Relevé volumétrique, traçabilité, coûts déclarés, licence historique. Un tableau de contrôle commun, mis à jour chaque trimestre, permettrait de comparer les écarts et d'identifier les déperditions récurrentes. La mesure, réduction progressive des différences entre volumes extraits et volumes certifiés. La deuxième étape vise à sécuriser la chaîne logistique. Responsable, administration douanière. Délai 4-8 mois. Il s'agit de verrouiller les points critiques, routes d'exportation, terminaux, dépôts intermédiaires. Chaque cargaison doit disposer d'un identifiant unique validé par un service national. La mesure, diminution du nombre de cargaisons non conformes et réduction des délais de vérification. La troisième étape consiste à industrialiser localement. Responsable, ministère de l'Industrie, délai 12 mois. Construire ou moderniser des raffineries locales, même de capacité moyenne, permettrait d'ajouter une valeur directe avant d'exportation. La mesure, part du minerai transformé localement vers exportés bruts. La quatrième étape porte sur Unifier la défense juridique, responsable, cellule juridique, AES, délai, continu. Les litiges contre des multinationales doivent être défendus à l'échelle régionale, avec une expertise commune pour éviter les arbitrages défavorables. La mesure, taux de litige conclu sans concession majeure. La cinquième étape veille à redistribuer de manière visible, responsable, trésor
public, délai 1-1. Les recettes tirées des mines doivent être converties en indicateurs tangibles. Salaires payés, réseaux électriques étendus, routes achevées. La mesure, proportion des revenus miniers transformés en investissements territoriaux. Cette feuille de route n'est pas une promesse, c'est une discipline. Si chaque pays aligne ses actions sur ses repères, la souveraineté cesse d'être un concept, elle devient une routine. Au milieu des chiffres, des audits et des cargaisons scellées, quelque chose de plus discret s'installe dans le Sahel, un changement de posture. Dans les raffineries de Ouagadougou, dans les salles d'audit de Bamako, dans les couloirs logistiques de Niamey, une même idée circule désormais sans avoir besoin d'être proclamée. La région ne subit plus son histoire économique. Elle la réécrit ligne après ligne, comme on rectifie un registre trop longtemps dicté de l'extérieur. Cette transformation n'a rien de spectaculaire. Elle avance avec la lenteur méthodique d'un pays qui apprend à compter pour lui-même. Les habitants la perçoivent dans les gestes le simples, un salaire qui arrive à temps, une route réparée, une cargaison inspectée par un service national plutôt qu'un consultant étranger. Le motif revient, précis, familier. Ce qui semblait impossible devient maîtrisable. Et si le Burkina Faso avait ouvert la voie, le Mali et le Niger ont élargi cette ligne directrice jusqu'à en faire une cadence régionale. À mesure que les registres se corrigent, les citoyens découvrent un fait inattendu. La souveraineté, une fois mesurée, devient contagieuse. Une nation change quand elle change sa manière de compter. À l'heure où le Sahel transforme ses audits en certitudes et ses ressources en leviers, une question demeure ouverte pour chacun. Que signifie accompagner cette nouvelle trajectoire plutôt que simplement l'observer? Le mouvement qui anime le Burkina Faso, le Mali et le Niger n'est ni un slogan ni une improvisation géopolitique. C'est une pratique quotidienne, faite de vérifications, de registres, d'exigences et de choix assumés. Pour ceux qui suivent cette évolution de loin, participer peut prendre plusieurs formes. Comprendre les mécanismes, partager les analyses, soutenir la diffusion d'un modèle qui replace la valeur là où elle naît réellement. Pour ceux qui vivent dans la région, cette transformation rappelle que chaque geste, un vote, une décision locale, un contrôle administratif, contribue à renforcer ou à affaiblir cette souveraineté retrouvée. Et pour vous, qui lisez ces lignes, une invitation subsiste. Quel rôle souhaitez-vous jouer dans un monde où la souveraineté ne s'explique plus en discours, mais en chiffres validés et en ressources assumées?